Bonjour à tous et bienvenue sur Tous Concernés, votre rendez-vous hebdomadaire. Environ 4 décennies que le monde fait face à l'épidémie du sida et en 2019, 1,7 million de personnes ont été nouvellement infectées par le VIH, portant à 38 millions le nombre de personnes vivant avec la maladie. Malgré les efforts, de nombreux cas d'infection surviennent encore au cours de l'accouchement, de l'allaitement, de l'adolescence et trop peu d'enfants et d'adolescents séropositifs ont accès au dépistage et à un traitement capable de leur sauver la vie. Grâce aux médicaments, le sida est passé du statut de maladie mortelle à celui de maladie chronique à condition d'avoir accès aux médicaments. Pendant ces derniers mois, la COVID-19 a monopolisé les attentions dans le monde sanitaire. Des milliers de personnes continuent d'être victimes de ravages de l'épidémie du sida. Et si vous étiez séropositif sans le savoir, quel état des lieux peut-on faire de la lutte contre le sida? Comment évolue la prise en charge des PV-VIH? Comment protéger, entretenir et accélérer les progrès visant à lutter contre le VIH chez l'enfant? Le relâchement de la conscience, la persistance de l'épidémie sont-ils liés à un manque de sensibilisation? Pour en parler, je reçois professeure Flore Amande Gangbo, enseignante-chercheuse à la Faculté des sciences de la santé, ex-ministre de la Santé du Bénin et coordonnatrice du programme national de lutte contre le sida au Bénin. Merci, professeur, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Madame Alilatou. Également avec moi sur ce plateau, Dr Nicole Paki, spécialiste VIH à l'UNICEF. Merci pour la disponibilité, docteur. Merci, Madame Halilatou. Nous allons, pour entrer dans le vif du sujet, suivre un élément tourné dans les rues de Cotonou au Bénin, où des jeunes et adultes se prononcent sur leur connaissance de la maladie. On suit et on revient dans un instant. Le VIH-Sida est une maladie sexuellement transmissible. Souvent, ce n'est pas les rapports sexuels. Aussi, parfois, quand on se blesse avec des objets souillés. C'est que souvent, c'est lorsqu'on couche avec des hommes, presque tous les hommes, qu'on commence le VIH-Sida. C'est pas une bonne maladie. Et on attrape ça quand quelqu'un contaminé utilise un objet et son sang est sur l'objet. Et toi, tu utilises. Donc toi aussi, tu as la maladie comme ça. Je sais que le VIH provoque le sida et interfère la capacité du corps à lutter contre les infections. Voilà, je sais aussi que la maladie se transmet par voie sexuelle, par voie sanguine de la mère à l'enfant. Dépistage du VIH, est-ce que j'ai même jamais fait? Je n'ai pas fait. Aucun parent ne m'a invité à le faire. Je n'ai jamais fait de test de VIH parce que je pense que je n'ai pas la maladie. Je n'ai jamais eu de relation sexuelle, par exemple. Je n'ai pas fait le test de dépistage. Je ne sais pas où on fait le test. Oui, j'ai déjà fait mon test de dépistage. La dernière fois, c'était en terminale, il y a de cela 2 ans. Je fais souvent mon test de dépistage. Et à quelle fréquence? Bon, parfois, pas tout le temps quand même. Non, on n'en parle pas à l'école. Avec mes parents, on n'en parle pas. Non, on ne nous sensibilise pas, mais juste que d'autres professeurs nous donnent des conseils lorsqu'il a le temps. Oui, entre amis, on parle du VIH. On parle des conséquences que ça peut avoir sur notre vie, sur nos études. Aujourd'hui, le sida, on en parle plus souvent. Voilà. C'est comme si c'est une maladie qui n'existe même plus. Aujourd'hui, nous jeunes, nous sommes livrés à des comportements. On se livre à la maladie, au fait. Retour sur ce plateau, Dr Paki, votre première réaction? Merci beaucoup, Madame Halilatou. C'est une réalité, ce que je viens de voir. Une réalité quelque part triste. J'ai vu le comportement des enfants, les plus jeunes. Ils sont que 2 sur 3, on dit qu'ils n'ont pas fait les tests. Et la personne la plus âgée a reconnu que d'autres enfants ont fait le test quand même. La personne la plus âgée a fait son test et a souligné un aspect important qui est que aujourd'hui on dirait qu'on ne parle plus du VIH-Sida assez, on dirait que c'est une maladie oubliée. C'est ça qui fait le volet que je dis qui était un peu, c'est une réalité, mais c'est quand même triste, il faut qu'on clarifie les choses.
Je vois que les adolescents et jeunes qui sont passés dans ce téléfilm n'ont pas une bonne connaissance de l'infection à VIH. Il y en a qui disent qu'ils ne savent pas là où se faire dépister. Donc, comme votre thème le dit, nécessité de continuer la sensibilisation. On va en parler de long en large au cours de cette émission. C'est très important de faire la lumière sur ces choses. En effet. Professeur Dango, votre première réaction après avoir suivi ces jeunes qui en disent ce qu'ils savent de la maladie du VIH/SIDA aujourd'hui? Merci, Madame Alilatou. Je comprends que les jeunes de cette génération n'aient pas une bonne connaissance du VIH. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plus de 20 ans qu'il y a eu un fort battage médiatique pour faire connaître la maladie au moment où l'aspect important de cette maladie, c'était VIH égale mort. Et puis, il y a eu, pour des raisons, je crois qu'on va revenir là-dessus, il y a eu un relâchement de ce battage, de cette masse d'informations qui est transmise. Donc, ces jeunes ont peut-être des reliquats d'autres personnes qui ont eu à entendre parler du VIH et n'ont pas donc une très bonne connaissance de la maladie. Ce qui m'a fait plaisir, c'est la femme plus âgée qui a dit qu'elle a eu à faire le texte, je crois. Oui. Et parmi les jeunes, une seule a parlé de la transmission de la mère à l'enfant. Il s'agit donc de connaissances un peu limites qu'il faut remettre en selle, surtout que la pandémie a eu comme effet de presque balayer et d'amener une très grande frayeur par rapport à cette maladie. Et je crois que c'est ce qui fait que tout le monde s'est rendu compte qu'on ne peut pas continuer de garder le silence et votre émission tombe bien. Et qu'il faut revenir sur la sensibilisation. Vous étiez en train de parler de connaissances. Que savoir concrètement sur le sida? Un rappel? C'est une maladie virale. C'est une maladie qui peut se transmettre d'une personne à une autre par la voie sanguine, par la voie sexuelle. Ce sont les portes d'entrée importantes qui peut se transmettre aussi de la mère à l'enfant, parce que si la mère porte la maladie, elle peut transmettre cette maladie à l'enfant. Il s'agit d'une maladie qui, à première vue, n'a pas de signe propre. Il n'y a pas de signe typique qui attire l'attention là-dessus, parce qu'on peut héberger le virus pendant longtemps. Tant que votre système immunitaire est suffisamment fort, vous pouvez vivre longtemps avec ce virus. Ce qui attire l'attention, il y a des signes qui attirent l'attention. C'est par exemple une fièvre qui ne cède pas du tout. Il y a des maladies de la peau qu'on appelle dermatose. Il y a des mycoses. Donc ce sont d'autres maladies du fait que ça ne cède pas au traitement habituel qui font évoquer la présence de VIH, mais le diagnostic est biologique. C'est pour ça qu'il est très important de se faire dépister à temps pour connaître son statut sérologique. Tout à fait. Je le disais en introduction, selon les dernières statistiques de l'ONU-SIDA en 2019, 1,7 million de personnes étaient nouvellement infectées par le VIH en 2019, avec 690 000 décès. Peut-on conclure que la lutte contre le VIH dans le monde ne porte pas ses fruits? La lutte a porté ses fruits. C'est une maladie avec laquelle la science a évolué. Peut-être pas aussi rapidement que ce qu'on observe pour la COVID-19 aujourd'hui. La lutte a porté ses fruits puisque à peu près 15% de réduction de nouvelles infections ont été dénombrées. Tant qu'il y a des porteurs de VIH qui ne se connaissent pas porteurs, la maladie va continuer d'apparaître. C'est pour cela que tous ceux qui sont susceptibles de porter la maladie doivent le savoir pour pouvoir être traités. Parce qu'actuellement, si vous êtes porteur de VIH, vous devez être traité. C'était différent de l'époque où il fallait attendre un certain nombre de paramètres avant de décider de vous faire traiter. Donc, tant qu'il y a des poches qui continuent de transmettre la maladie, tant qu'il y a des gens qui sont porteurs de cette maladie et qui l'ignorent, cette maladie va continuer de sévir et le nombre
augmenter. Autre chiffre, chaque semaine, environ 5500 jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans sont infectées par le VIH et en Afrique subsaharienne, 5 nouvelles infections sur 6 chez les adolescents âgés de 15 à 19 ans concernent les filles. Docteur Paki, pourquoi autant de sujets malades chez les filles? Qu'est-ce qui explique cette prévalence? Merci beaucoup. Je pense que la féminisation de l'épidémie à VIH a plusieurs facteurs qui expliquent ce phénomène qui date depuis quelques années. Au départ, ce n'était pas la tendance, mais par la suite, on a vu que le VIH a commencé à se féminiser. Plusieurs facteurs éducationnels, facteurs familiales, facteurs culturels. Il faut noter que la fille, elle est beaucoup plus vulnérable que l'homme, d'abord au plan physiologique. Et quand on va sur le niveau de connaissance, je prends le cas du Bénin, par exemple, l'enquête démographique de santé qui est faite en 2018 a montré que la connaissance des jeunes, des adolescents et jeunes, elle devient de plus en plus faible. Elle est de 15% chez les filles et de 19% chez les garçons. Bien que ce soit faible des deux côtés, quand même, pour la fille, a été encore plus faible que pour le garçon. Et comme facteur, il y a le problème de l'éducation. On remarque que si une personne a plus de connaissances, a plus d'éducation, elle va pas si tôt vers le sexe, parce qu'elle connaît ce que ça peut donner. Surtout si c'est une élève, une adolescente, elle sait. Donc, la connaissance est importante, le niveau d'éducation est important. Et pour la fille, il y a beaucoup d'autres facteurs, tels que les violences faites aux filles, tels que la stigmatisation. Il y a également des facteurs liés même à la juridiction. Une fille qui est violée, elle a du mal à aller dénoncer, la famille n'est pas d'accord. Il y a tellement de facteurs qui entourent. Mais le facteur sur lequel on peut agir, d'abord, c'est de relever le niveau de connaissance. Parce que, comme on le dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Si les filles n'ont pas la connaissance qu'il faut, on ne pourra pas prétendre. Il y a également les facteurs comme le mariage précoce, les rapports sexuels précoces, les unions précoces. On remarque que si je prends par exemple au Bénin, oui, la précocité des rapports chez les filles, on remarque que 12% des filles âgées de 15 à 19 ans ont déjà eu leur premier rapport avant 15 ans. Au même moment, c'est 6% seulement des garçons qui ont eu des rapports sexuels avant 15 ans. Et rien n'assure qu'à cette tranche-là, elles ont beaucoup de connaissances sur le VIH-Sida. Voilà. Donc, vous voyez, et après la précocité, on va voir la fréquence. C'est précoce. On a dit c'est précoce. Elle est allée très vite vers le premier acte sexuel. Mais non seulement ça, elle continue. Et la fréquence est beaucoup plus grande chez les filles que chez les garçons. Par exemple, si je prends les filles au Bénin, on a 48% de filles qui ont déjà eu leur première union avant 15 ans. Alors que chez les garçons, soit 11% n'ont même pas encore connu l'acte sexuel. Donc, on constate qu'il y a beaucoup de problèmes de connaissances à relever chez nos enfants. D'accord. Professeur Gambo, vous êtes coordonnatrice du programme national de lutte contre le VIH au Bénin, je le disais. Est-ce que les statistiques sont également préoccupantes dans ce pays d'Afrique de l'Ouest? Oui, en général, le Bénin ne fait pas quartier à part. La tendance est la même pour presque tous les paramètres. Et nous revenons encore sur la tranche d'âge de ces jeunes filles d'aujourd'hui qui n'a pas été touchée par la sensibilisation. À l'époque où la sensibilisation était de mise, il y a 20 ans, 25 ans, oui, les jeunes de cette époque sont dans la tranche d'âge de 30, 40, 45 ans aujourd'hui. Donc, les jeunes de 14, 15 ans n'ont pas beaucoup été touchés par
la nature et la quantité de sensibilisation contre les effets néfastes de cette maladie. Donc, où en sommes-nous également concrètement aujourd'hui au Bénin? Concrètement, je ne voudrais pas encourager les jeunes par rapport à l'acte sexuel pour dire que la proportion n'est pas très alarmante. En ce qui concerne les jeunes qui sont porteurs de VIH. Oui. Parce que les poches où le VIH est très important, les catégories de population dans lesquelles on trouve beaucoup plus de cas de VIH, ce sont les catégories de personnes qu'on appelle des travailleuses de sexe. Ce sont les catégories de personnes qui sont les hommes qui font les rapports sexuels avec les hommes. Ce sont les routiers, les camionneurs, et la proportion des jeunes vient bien après. Quand on prend les travailleurs de sexe, la prévalence dans cette population est à peu près de 8%. Chez les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, c'est à peu près de 7,7%. Et donc, quand on décroît progressivement, elle est autour de 4% chez les filles et 0,4% chez les garçons. Donc, comme l'a dit Nicole, la proportion de filles atteinte est 10 fois plus élevée dans cette tranche d'âge-là. Que chez les garçons. Oui. Docteur Peki, pour l'UNICEF, une génération sans sida commence par les enfants. Pourquoi? Merci. L'UNICEF, c'est d'abord l'enfant. Et une génération sans sida, c'est d'abord l'enfant parce que c'est l'enfant qui fait même la génération. C'est l'enfant qui fait l'avenir. C'est de l'enfant que part tout. Si on commence à la lutte contre le VIH au beau milieu, c'est-à-dire on a dit aujourd'hui les adolescents ne sont pas très informés. On commence la prévention à partir de ces adolescents. Et on appelle ça la prévention primaire. On commence par les adolescents et les femmes en âge de procréer pour éviter que ceux-là ne contractent même le VIH avant de parler de traitement. Et si on arrive à faire ça, c'est une femme qui a eu une bonne sensibilisation, une bonne prévention primaire, ne va pas connaître le VIH, elle va tomber enceinte, elle va avoir un enfant négatif. Et c'est de cet enfant maintenant que part la génération même. C'est de cet enfant qui est né d'une femme, séropositive ou séronégative que part. Donc, le but visé par l'UNICEF, c'est l'enfant. Que l'enfant qui est une victime vraiment innocente, l'enfant n'a contribué en rien, que cet enfant ne soit pas infecté par le VIH, même si sa maman avait eu l'infection à VIH. Donc la priorité, le but visé en faisant toutes les actions chez la mère, chez l'adolescent, chez le jeune, c'est l'enfant. Parce que si la nouvelle génération est sans VIH, on est sûr que notre monde sera plus tranquille. Et que notre monde finira par être sans VIH. Exactement. On estime également à 1,3 million de femmes enceintes séropositives avec 82 000 enfants de moins de 5 ans infectés durant la grossesse ou l'accouchement et 68 000 durant l'allaitement. Est-ce que toutes ces femmes ont accès au traitement, professeur? Je crois que oui. Et je dirais que oui. Vous croyez que oui? Oui, parce que d'autres peuvent contester. Mais nous qui le vivons, qui travaillons avec des chiffres, qui recensons les données, nous allons dire oui. Lorsque la femme enceinte se présente dans un centre de santé et qu'on lui propose le test du VIH, 98% de ces femmes acceptent. Elles acceptent de faire le test pour leur bien et pour le bien de l'enfant qu'elles portent. Il n'y a pas de problème. Et lorsqu'elle se connaît, une fois le dépistage fait, lorsqu'elle se connaît positive, elle accepte de se faire traiter. Le problème se pose après la naissance de cet enfant, qui ne lui appartient pas, selon nos us et coutumes. Oui. L'enfant qui est la propriété non seulement du conjoint, entre griffes, et de la belle famille. Et donc, bien qu'elle ait accepté de se faire traiter pendant la grossesse, elle s'est organisée pour recevoir son traitement, l'enfant
dans son sein est peut-être protégée jusque-là. Mais après, on lui demande de revenir faire le test pour vérifier si l'enfant a été protégé contre la maladie. Et il y a des délais dans lesquels elle doit revenir. La fréquence de ce retour dans le centre de santé l'inquiète. Parce que si l'enfant est apparemment sain, elle craint que le mari ou la belle famille se pose des questions sur ses retours fréquents dans le centre de santé. Et c'est là que la plupart ne reviennent pas dans le centre de santé pour poursuivre les soins dus à cet enfant. Quand l'enfant est négatif, tout le monde est heureux. Mais quand l'enfant est positif, vous voyez que sa vie est ainsi mise en danger. À cause du regard, à cause du jugement, à cause du fardeau social qui lui sera infligé. Alors j'en profite. Je profite de ce micro pour lancer un appel. Pour lancer un appel à toute personne de sexe masculin. Que ce soit le fils, que ce soit le père, que ce soit le conjoint, que ce soit le grand-père, qu'on ne jette plus la pierre à cette femme enceinte qui a donné naissance à un enfant positif et qu'on la soutienne pour que cet enfant revienne dans les structures de santé, bénéficier des soins qui lui permettront de vivre, puisque les soins sont disponibles. Les médicaments sont disponibles. Voilà, je profite donc de ce plateau oui, pour lancer cet appel parce que nous pensons que le faible taux d'enfants séropositifs qui reçoit régulièrement ces soins est dû à cet obstacle. Mais il va falloir faire des études pour chercher les déterminants sociologiques exacts sur lesquels on peut jouer pour améliorer cette situation. Est-ce à dire que dans vos stratégies, dans votre politique, les hommes ne sont pas impliqués déjà et après le dépistage, ils ne savent pas que leur femme ou l'enfant qui viendra après pourrait être séropositif? Les choses seraient simples si toute femme qui va en consultation pour quoi que ce soit se fait accompagner par son conjoint. Les choses sont un peu plus difficiles lorsque c'est le VIH qui fait qu'on demande au conjoint de venir. Donc, ce serait beaucoup plus simple que dans notre politique de pratique des structures de santé que le géniteur, le conjoint, accompagne sa femme. Face à cette difficulté que nous avons, il y a des stratégies qui ont été mises en place pour proposer le dépistage au couple. Ça marche, mais à très petite échelle. Les expériences qui sont positives sont faites à de petites échelles, mais lorsqu'on considère la proportion de femmes enceintes, la grande majorité des hommes, des conjoints, même lorsqu'on leur propose le texte de dépistage, s'y opposent. Et parfois, ils sont même positifs. Parfois, l'infection est venue d'eux, mais ils se comportent comme si la femme est seule responsable de la présence de l'infection dans le foyer, dans la famille. Docteur Paki, comment vivre sa maternité en étant séropositive? On imagine que ça doit être compliqué pour ces femmes de connaître leur statut et d'être enceintes. Effectivement, la plupart des femmes ont connaissance de leur statut sérologique pendant la grossesse. Ça ne doit pas être facile à vivre parce qu'elle est venue pour une consultation prénatale, un événement heureux, elle attend un enfant et on lui annonce qu'elle est infectée par le VIH. Ça peut être choquant du coup. Mais le personnel de santé est formé à cela. Et il y a toute une procédure qui est mise en place pour que la femme enceinte qui vient d'être dépistée séropositive reçoive assez de conseils, assez d'accompagnement psychologique pour supporter. Maintenant, comment vivre? Je voudrais dire que l'infection à VIH chez la femme enceinte n'est pas une fatalité ni un handicap. La femme enceinte qui est séropositive, elle est une femme, elle est une mère, elle est digne, elle doit être fière. Mais elle a certaines particularités, elle a certaines règles à suivre pour mener à bien sa grossesse. Je vais dire premièrement que tout ce qu'on va dire, qu'on a mis en place dans ce pays pour accompagner la femme enceinte séropositive,
le maximum qu'il faut pour réussir dépend de la femme. Donc, la première chose qu'elle va faire en tant que femme enceinte séropositive, c'est d'abord d'accepter son test, d'accepter son résultat, de savoir qu'elle n'est pas seule. Les agents de santé leur donnent souvent des conseils d'intégrer des groupes, d'intégrer des associations où ils ont des pairs. Elles ont des pairs qui leur disent « j'ai eu ça aussi, ça a donné ci, ça a donné ça ». Ça les renforce psychologiquement. L'autre chose, c'est que la femme enceinte séropositive ne doit jamais manquer ses rendez-vous de consultation prénatale. Parce qu'il faut dire aussi que très vite, s'il y a une infection sexuellement transmissible ou bien s'il y a n'importe quelle infection, le palu, n'importe quelle autre chose, pour traiter à temps. Parce qu'elle est un peu plus fragile. Si elle a une autre infection, ça peut altérer sa santé et créer la santé de l'enfant également. Et après ça, l'autre chose qu'elle a à faire, c'est de respecter scrupuleusement les consignes données par le médecin ou l'agent de santé par rapport à son traitement antirétroviral. Ce qui veut dire qu'elle doit être observante à ce traitement. Le traitement antirétroviral est très efficace à condition qu'on soit observant. Donc, elle doit être observante à son traitement. Elle doit avoir demandé et recevoir les informations nécessaires par rapport à son enfant qui va naître. Parce que si elle a tout fait, elle a pris les ARV, elle a fait tout, et qu'elle ne sait pas les étapes de suivi de son bébé, le bébé peut être contaminé après la naissance. Ça veut dire qu'elle doit connaître que elle doit continuer son traitement pendant tout le temps de l'allaitement de son bébé et au-delà. Parce qu'aujourd'hui, on n'arrête plus le traitement. Dès qu'une femme est mise sous traitement, qu'elle soit enceinte ou pas, elle continue son traitement. Alors, elle doit être consciente que l'enfant doit revenir à l'hôpital pour un test. D'abord, elle doit être consciente que dès que l'enfant va naître, on doit lui donner une prophylaxie. On doit lui donner des médicaments ARV, une prophylaxie pour le bébé. Et elle poursuit l'allaitement. Elle doit mener un mode de vie sain. Bien manger, bien dormir, éviter le stress, éviter des rapports non protégés. Tout cet ensemble-là va lui permettre d'avoir de bons résultats, d'avoir un beau bébé en très bonne santé. Est-ce qu'on ne vous dira pas que c'est facile à dire, professeur? Totalement, je souriais lorsque ma collègue disait « elle doit ». Mais elle fait partie d'un tissu social. Et la plupart du temps, elle n'a pas de décision à prendre toute seule. Au minimum, elle le prend avec le géniteur ou elle dépend de ce géniteur-là. Donc, j'ai trouvé trop fort que vous puissiez dire « elle doit ». Dans notre contexte, nous allons dire « appuyé par le géniteur, appuyé par le conjoint, elle peut, elle doit ». Ce sera plus facile. Je le dis pour encore lancer un appel. Parce qu'elles ont la bonne volonté. Lorsqu'on dit à la femme enceinte, si tu prends tes médicaments, tu vas protéger ton bébé, elle est disponible. Elle est totalement disponible. Rares sont celles qui refusent. Donc, voilà, elles acceptent en général. Nous demandons donc aux hommes, si le fait de poursuivre le traitement dépend de l'homme qui est à la maison, qu'il soit ouvert à accueillir le résultat quand la femme est partie faire le dépistage, qu'il soit ouvert à l'accompagner à la suite, parce qu'ils ont décidé de faire l'enfant ensemble. Ce bout d'homme ou ce bout de femme qui n'a rien demandé doit être soutenu par les deux. Chaque minute est 40 secondes, 100 secondes, un enfant ou un jeune de moins de 20 ans était nouvellement infecté par le VIH l'année dernière, portant le nombre total d'enfants séropositifs à 2,8 millions. L'UNICEF a d'ailleurs, dans son rapport, réinventé une riposte résiliente au VIH pour les enfants, les adolescents et les femmes enceintes séropositifs. À l'occasion du 1er décembre de la journée de lutte contre le sida, souligné que des interventions visant à lutter contre le VIH ont tendance à oublier les enfants. Docteur Paki, à quel point les enfants sont marginalisés? Merci. Effectivement, dans le communiqué de presse que l'UNICEF a publié le 1er décembre, les chiffres dont vous venez de parler ont été mentionnés. Et il faut noter que dans ce rapport, il a été fait mention d'une enquête qui a été faite.
Dans 29 pays, on les appelle les pays prioritaires parce qu'ils portent le fardeau du VIH. Dans 29 pays prioritaires, et le tiers de ces pays ont noté qu'il y a eu baisse des services d'accès, des services liés au VIH à plus de 10% par rapport à ce que c'était avant l'avènement de Covid-19. Oui. Et quand on vient en Afrique de l'Ouest et du Centre, on remarque d'abord dans le monde, on voit que sur 2 enfants infectés par le VIH, 1 a la chance d'avoir son traitement. En Afrique de l'Ouest et du Centre, la situation devient plus préoccupante parce que sur 3 enfants, 1 seul a la chance d'avoir le traitement. Et quand je viens chez moi, au Bénin, on est dans la même tendance que la sous-région parce que environ 37% des enfants reçoivent le traitement antirétroviral. Le nombre des enfants par rapport à la population d'enfants attendus infectés par le VIH. Et au Bénin, je parle de 37% chez les enfants, mais chez la femme enceinte, chez l'adulte, c'est à 65%. Donc, on voit que l'enfant est un peu pénalisé par rapport à la prise en charge du VIH. Et ce phénomène est lié au fait que, avec la COVID-19, parce que si je prends le cas du Bénin, le dernier semestre 2019, nous étions déjà à 40%. Et quand on a eu la COVID-19, nous sommes environ à 37%. Et ce phénomène est lié au fait que c'est la maman qui va amener l'enfant à l'hôpital. La décision ne dépend pas de l'enfant. La prise en charge ne dépend pas de l'enfant. De ce fait, il y a eu beaucoup de facteurs qui ont empêché les mamans d'amener les enfants à l'hôpital en ce temps de Covid. Et ça a impacté directement sur la prise en charge des enfants. Donc, comme le professeur a l'habitude de le faire, nous devons pouvoir lancer un appel vers les mamans et les papas pour que on sache que la prise en charge d'un enfant, la prise d'ARV chez un enfant ou bien chez un adulte, c'est à vie. Il n'y a pas question d'arrêter le traitement pour une raison ou pour une autre. Mais je félicite le ministère de la Santé du Bénin qui, face à la situation de COVID-19, a pris des mesures très efficaces pour éviter, comme au début les femmes avaient peur, tout le monde avait peur d'aller à l'hôpital. Le PSLS a mis en place une stratégie où il faut doter le patient infecté par le VIH de 3 mois de traitement, par exemple. Alors, ça lui évite de venir à l'hôpital tous les mois. Et si le patient est stable, bien sûr, on peut faire ça. Et ça a porté son fruit. Ils ont fait une étude dans les zones où cette stratégie a été prise en compte et on a vu que ça a porté son fruit. Donc, c'est les mamans et les papas qui doivent amener les enfants pour les soins. Parce qu'au Bénin, nous avons toutes les formes galéniques, toutes les formes adaptées à l'enfant pour le prendre en charge. Mais l'autre côté, c'est le dépistage. Professeur, nous allons revenir à vous. Mais avant, l'OMS et l'ONU-SIDA, l'UNICEF également, d'autres ONG se sont inquiétés de la menace que la crise de Covid-19 fait peser sur la réponse au VIH-SIDA. On en parle après cette interview réalisée au centre Arc-en-Ciel, un centre de dépistage et de prise en charge des malades de VIH-SIDA. De 2005 à aujourd'hui, il y a une baisse parce que dans les années 2015, il y a au moins 105 patients que nous avons au cours de l'année. En 2016, il y a une diminution de 89 et c'est à 89% et en 2017. Ainsi de ça a diminué jusqu'en 2019. Aujourd'hui, nous sommes à 65 patients à la fin de l'année de 2019. Entre-temps, il n'y avait pas beaucoup de sites. C'est le centre médical Arc-en-Ciel que tout le monde connaît. Et depuis qu'il y a un peu de sites un peu partout sur le territoire, nous n'avons plus beaucoup de patients comme ça.
2005, quand on a commencé la prise en charge par rapport aux ARV, nous sommes à 943, y compris les enfants. Ceux qu'on nous envoie sont plus nombreux par rapport à ceux qui viennent volontairement faire le dépistage. Les patients viennent au centre, mais on essaie de leur donner au moins 2 à 3 mois de traitement pour qu'ils n'arrivent pas tout le mois au centre à cause de la distanciation des patients, car eux, leur défense immunitaire est très basse, donc on essaie de les écarter un peu du centre. Concernant les perdus de vue, on fait la recherche des perdus de vue en les appelant, mais à cause de l'avènement de Covid-19, on les appelle, on ne se déplace plus vers ces patients-là pour les rechercher, on les appelle. Il y a d'autres qui viennent, il y a d'autres qui ne viennent pas. Je peux dire que la pandémie a affecté la prise en charge du VIH sur le territoire national. Parce que quand je prends l'exemple même du 1er décembre, il n'y a pas eu beaucoup de tapage autour. Les activités de sensibilisation, tout se fait au centre. Avant, nous le faisons un peu dans les écoles, les marchés, les endroits publics, mais maintenant, on ne le fait plus. Tout est maintenant dans le centre. On essaie de sensibiliser les patients par rapport au port correct du préservatif. Retour sur ce plateau, on vient d'écouter l'infirmière chargée des ARV du centre Arc-en-Ciel. Docteur Paki le disait, la stratégie mise en œuvre par le Bénin a permis de contrer et de réajuster les malades et leur prise en charge en temps de Covid-19. Professeur, qu'est-ce que vous en dites après cet élément? Merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a pas un mot plus fort que le bouleversement. Le bouleversement total. Au niveau des individus, au niveau des institutions, au niveau de la logistique, au niveau des gouvernants, au niveau de tous les moyens. Quand je prends le bouleversement au niveau de la personne atteinte, elle sera bouleversée parce que à cause du Covid, on a parlé de distanciation sociale. Dépendant des gouvernants, des mesures de confinement ont été prises, tantôt totales, tantôt partielles. Dans notre cas, il a été partiel. Ces mesures ont concerné une partie du pays. Dans tous les cas, il y a eu beaucoup de perturbations dans toutes les démarches de la personne atteinte, dans sa vie quotidienne comme dans sa vie de traitement et de suivi. De l'autre côté, toutes les personnes en charge d'assurer le dépistage, le traitement et le suivi ont eu leur vie de travail également bouleversée. Lorsque je prends les institutions chargées de réguler, de s'occuper de la santé dans les pays ont été également bouleversées. Certaines s'en sont plus ou moins bien sorties. Je peux citer le cas du ministère de la Santé. En tout cas, en ce qui concerne les personnes vivant avec le VIH, le ministère a pris des mesures hardies pour limiter la fréquentation dans les centres de santé. La grosse partie des patients qui sont sur la première ligne de traitement, lorsque ces patients ont une bonne observance, il leur a été permis de prendre une dotation de 3 mois, alors que la fréquence de ces centres était plus rapprochée d'1 mois au moins. Lorsque je considère également les institutions, nous ne fabriquons pas les intrants, nous ne fabriquons pas les ARV, nous les commandons, nous les recevons.
toute la chaîne de fabrication a été également bouleversée. Depuis les usines de production jusqu'à toute la logistique qui va assurer le transport de là où c'est produit jusqu'à l'acheminement dans notre pays, à cause de ce confinement-là, il y a eu des bouleversements énormes. Heureusement que dans les bonnes pratiques de gestion des médicaments, il y a la gestion des stocks de sécurité. L'existence des stocks de sécurité a protégé notre pays et a fait qu'on n'a pas atteint le niveau de rupture, surtout des molécules essentielles. On a failli frôler ces ruptures-là. Et heureusement que les choses se sont améliorées. Et les commandes qui avaient été placées avant la survenue du Covid, leur arrivée a été repoussée, mais c'est quand même arrivé à temps pour permettre de refaire le stock de sécurité auquel on a eu à toucher pour pouvoir répondre aux besoins des patients. Lorsque nous considérons les moyens financiers, l'inquiétude était grande aussi à cause de ce bouleversement que ça a créé. Cette nouvelle maladie a suscité dans le monde entier l'intérêt de la recherche. Donc, il y avait la crainte de voir les ressources financières orientées vers cette nouvelle pathologie qui s'est révélée plutôt que de se focaliser sur une pathologie qui est connue depuis quelques années. Il y a eu un certain nombre de dispositions qui ont été prises, donc des nouvelles priorités sont apparues pour supplanter celles qui existaient. Je voudrais m'arrêter à ces quelques bouleversements qu'il y a eu. Il est vrai que globalement, dans nos pays africains, nous avons été moins touchés en termes de personnes atteintes par la Covid, en termes de décès, mais nous avons été secoués par toute l'organisation qui est mise en branle normalement pour avoir à disposition aussi bien les intrants que les médicaments. Donc, voilà ce qui a donc alimenté les craintes à juste titre. Docteur Paki, est-ce qu'on peut dire de même pour la prise en charge des enfants et des femmes enceintes en période de Covid? Oui, c'est le même dispositif qui a été mis en place tant pour les personnes adultes que pour les enfants. Je voulais revenir sur un aspect par rapport aux enfants. Quand on parle de la prise en charge des enfants, il faudrait noter que la prise en charge des enfants, de toute personne d'ailleurs, la prise en charge passe d'abord par le dépistage. Et pour les enfants, il y a ce problème de dépistage. Si nous avons de faibles taux d'enfants mis sous ARV, ce n'est pas que les enfants sont là, viennent au centre de santé, on ne les met pas sous traitement. Mais les enfants qui sont attendus ne sont pas toujours dépistés. C'est-à-dire il faut un effort pour que les enfants soient dépistés. C'est pour ça qu'on a mis en place plusieurs stratégies maintenant. Il y a le dépistage familial, c'est-à-dire dès qu'il y a une personne séropositive dans une famille, on profite pour dépister ses enfants, toute la famille, avec leur accord bien sûr. Il y a l'autodépistage qui va permettre à un mari qui ne voulait pas se faire dépister, de se faire dépister, de s'auto-dépister. Et là, il connaît son statut, il peut plus facilement accompagner sa femme. Il y a les stratégies de dépistage qui font que quand la femme, un enfant vient dans un centre de santé pour une autre maladie, comme la malnutrition, la tuberculose, on profite pour faire le dépistage du VIH. C'est-à-dire il faut qu'on intensifie ces actions afin que les enfants qui sont ou dans le pays et qui sont exposés ou infectés puissent être identifiés et mis sous traitement. C'est un volet aussi important de la prise en charge. Au cours du mois d'avril et de mai, alors que les gouvernements du monde entier prenaient des mesures de confinement plus ou moins strictes, les traitements contre le VIH et les textes de charge virale pour les enfants de certains pays ont chuté de 50%, vous l'avez rappelé. La mise en place de nouveaux traitements a baissé de 25% à 50%. Qu'impliquent ces chiffres? Je veux dire, est-ce que d'ici quelques mois, on va constater de nouveaux décès chez les enfants? Ou des mesures sont prises également pour que ça soit rattrapé plus tôt? Merci beaucoup. Ces chiffres
que vous venez de donner montrent simplement l'écart, encore une fois, l'écart qu'il y a entre la prise en charge de l'enfant et celle de l'adulte. Et la COVID-19 est venue creuser davantage cette inégalité. Et on ne pourra pas, à partir de ces chiffres, dire qu'il y aura un peu plus de décès. Oui. Mais on sait que les efforts sont faits sur le plan international, les efforts sont faits pour que toute personne dépistée positive soit mise systématiquement sous traitement et soit suivie. De ce fait, avec les chiffres qu'on a, même le taux d'accouchement dans ce rapport que vous citez, oui. Même les femmes qui viennent accoucher, le nombre la proportion a diminué de 20 à 60%. C'est des mesures qui étaient prises au départ, qui a amené la réticence de venir dans les centres de santé. Mais de plus en plus, chaque pays s'adapte à la COVID-19 et sait que c'est une infection qui, on ne sait pas, qui va durer encore quelques mois peut-être. Et là, les mesures sont prises pour que les services reprennent normalement. C'est pour ça que dans le communiqué de presse que vous avez cité, l'UNICEF a mis en garde contre l'interruption des services liés au VIH aux femmes, aux enfants et aux adolescents. Donc, ce qu'il faut faire pour ne pas arriver à la situation catastrophique que vous évoquez, c'est que chaque gouvernement, chaque pays, chaque partie prenante de la prise en charge du VIH, particulièrement chez les enfants et chez les femmes enceintes, accélère dans ce sens que il doit avoir la continuité des services essentiels pour l'enfant, pour la femme, bien que la COVID-19 continue son évolution. Et deuxièmement, on doit aussi accélérer dans ce qui est la qualité du système de santé. L'ONU-SIDA a lancé en 2015 la stratégie 90-90-90 à l'horizon 2020. Nous sommes en 2020, sinon bientôt en 2021. Professeur, est-ce que les objectifs ont été atteints? Avec les moyens dont nous disposons, nous disons oui. Puisque finalement, il faut faire le rapport de l'objectif très ambitieux et des moyens dont on a disposé et des résultats obtenus. Les objectifs étaient ambitieux à juste titre. Que dit le premier 90? Le premier 90 dit que s'il y a un certain nombre de personnes qui portent le virus, 90% doivent le savoir. Au Bénin, en se basant sur des formules statistiques, des calculs qui ne sont pas propres au Bénin, mais que le monde entier utilise en général, on a estimé qu'il y a à peu près 75 000 personnes qui portent le virus dans notre pays. Mais à la date d'aujourd'hui, nous en avons pu repérer combien? Moins de 50 000. 48 320 exactement. Ça veut dire que entre ces 48 000 et ces 75 000, il y a à peu près 27 000 personnes qui portent le virus, mais qui ne savent pas. Et si ces personnes-là ont des comportements non responsables, elles vont contribuer à propager la maladie. Ça, c'est pour le premier 90. Le Bénin est à quelle proportion aujourd'hui? Le Bénin est à 72%. C'est pas mal. Le deuxième 90 dit que quand vous connaissez votre statut, vous devez être traité. 90% des personnes qui connaissent leur statut doivent pouvoir être traitées. Le Bénin a fait un score élogieux, il est à 93%. Donc, dans le lot des personnes qui connaissent leur statut, si on en prend 10, plus de 9 sont sous traitement. Le troisième 90 dit que si vous prenez bien votre traitement, vous devez avoir une charge virale supprimée. C'est-à-dire que la quantité de virus dans votre corps sera tellement basse que vous ne pouvez plus être
une menace pour les autres. Donc 90% des personnes. Cela veut dire qu'il faut bien prendre son traitement. Le traitement ne coûte rien. Il est gratuit. Donc il faut prendre son traitement. Et si on prend bien son traitement, on va avoir une vie normale. En dehors de la contrainte de respecter la prise des médicaments. À quel stade nous sommes au Bénin? Nous sommes à 71%. Donc, on a 72, 93 et 71. Voilà. C'est pour cela que je dis, vu les efforts qui sont déployés, nous n'avons pas atteint 90%. Plusieurs raisons l'expliquent, mais nous espérons. Les 90 sont un stade intermédiaire avant d'aller à 2030. Pour l'année 2030, c'est 95. Nous espérons que si tout rentre dans l'ordre, à partir de cette performance que nous avons, nous pouvons espérer atteindre les 3 fois 95. Docteur Paki, est-ce que les 3 fois 90 ont-ils été atteints avec les enfants et les femmes enceintes? Madame Halilatou. Ça vous fait sourire, ça veut dire que la réponse est non. Non, parce que la réponse, je ne dis pas non pour la réponse, mais je voulais dire que, au vu de ce qu'on a dit tout à l'heure, pour montrer un peu que les chiffres sont meilleurs chez l'adulte que chez l'enfant, les efforts sont faits. Beaucoup d'efforts sont faits pour que les enfants aussi atteignent la cible. Mais comme le professeur l'a indiqué, les chiffres que le professeur vient de donner, c'est la performance qui a été atteinte pour globalement toute la population de personnes vivant avec le VIH, y compris les enfants. Y compris les enfants. Donc, on est toujours dans l'espoir, les efforts sont en train d'être faits et on est sûr qu'on sera très proche des 95 prochainement. On sera au rendez-vous. Quelles sont aujourd'hui les stratégies pour limiter la transmission de la mère à l'enfant? OK. La transmission de la mère à l'enfant, il semble que le professeur l'avait signalé tout à l'heure et le téléfilm l'a signalé. Il faut reconnaître que c'est à 3 moments que la mère peut transmettre le virus à son enfant. Au moment de la grossesse, au moment de l'accouchement et pendant l'allaitement. Donc, les stratégies doivent avoir effet sur ces 3 moments. La première chose à faire pour dire qu'on est en train de faire la prévention de la transmission mère-enfant du VIH, c'est encore le dépistage. Parce que si la femme enceinte ne se connaît pas positive, elle ne pourra pas faire la suite. Donc, le dépistage. Mais je vais commencer par le dépistage avant la grossesse. Si je veux faire une bonne prévention, je vais faire le dépistage avant la grossesse. C'est-à-dire, je retourne à ce que j'avais appelé la prévention primaire. C'est-à-dire, toute femme en âge de procréer doit se faire dépister, doit avoir la connaissance nécessaire pour éviter de contracter le VIH. Et puis après, maintenant, je viens au dépistage quand elle est déjà enceinte. C'est nécessaire quand on va dans un centre de santé du Bénin, dans n'importe quelle maternité du Bénin, parce que la couverture est à plus de 98%. Quand on va dans n'importe quel centre de santé du Bénin, en tant que femme enceinte, lors des consultations prénatales, on propose systématiquement le dépistage VIH. La femme enceinte qui accepte de faire ce dépistage a un avantage. Parce que dès qu'elle est dépistée positive, elle est systématiquement mise sous ARV. On n'attend plus quoi que ce soit. Elle est mise sous ARV et cela protège son enfant parce que ça réduit la charge de virus qu'elle a dans son sang circulant. Merci, docteur Paki. Professeur, très rapidement, pour finir, un mot. Oui, le VIH est connu actuellement, contrairement au Covid qui est encore très peu connu. Nous avons eu le temps de connaître le VIH. Les pouvoirs publics ont fait ce qu'ils pouvaient. Je voudrais demander à toute personne qui a entendu ce message de participer à transmettre l'information autour d'elle. Le VIH, on connaît les voies de transmission. La transmission, la prévention primaire, elle est capitale. Mais si on y a échappé, si on a raté, si on a tout fait et on a quand même contracté la maladie, il faut savoir qu'aujourd'hui, VIH n'est plus mort.
Merci, professeur. Et c'est sur vos mots que prend fin cette émission consacrée à l'état des lieux dans la lutte contre le VIH-Sida, mais surtout la nécessité de continuer la sensibilisation autour de la maladie. Les séropositifs qui s'ignorent dissimulent le virus, ce qui lui permet de se maintenir à un niveau inquiétant. Nous sommes donc tous concernés par la maladie et il est important de se protéger pour protéger les autres. Continuons d'en parler autour de nous. Quant aux malades, continuez de suivre vos traitements comme il se doit. Merci à mes invités, merci également à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Merci.